Je n'aurais jamais imaginé être ce genre d'homme. Vous voyez le genre. Celui qui découvre que sa femme lui ment en plein visage depuis des mois, peut-être plus. Mais voilà le truc avec la trahison, elle ne s'annonce pas avec une musique dramatique ou une révélation soudaine. Parfois, elle vient simplement vers vous un jeudi après-midi ordinaire et vous assène un violent coup dans l'estomac. J'étais dans le garage en train de changer les plaquettes de frein de mon utilitaire. Rien de spécial, juste de l'entretien courant. Mon téléphone était posé sur l'établi et le sien chargé à l'intérieur de la maison. Ou du moins, c'est là qu'il était censé être. Elle l'avait laissé sur le plan de travail de la cuisine avant d'aller prendre sa douche. Je l'ai entendu vibrer à plusieurs reprises. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le genre de bourdonnement persistant qui vous fait penser qu'il y a urgence. Alors, je suis entré, j'ai essuyé la graisse de mes mains avec un chiffon et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'aperçu en montrait assez. Plus qu'assez, en fait. Hâte de te voir ce soir. Même endroit. L'expéditeur était simplement nommé UD avec un emoji cœur à côté. J'ai pris le téléphone. Pas de code. Elle l'avait supprimé il y a quelques semaines, disant qu'elle me faisait confiance et qu'elle n'avait pas besoin de barrière entre nous. Quelle attention délicate. J'ai fait défiler la conversation. Elle remontait à des mois. Des plans détaillés, des noms d'hôtels, des moments où j'étais supposé être au travail ou chez mon frère, des compliments sur la façon dont il la faisait se sentir bien, vivante, appréciée. Il y avait aussi des photos. Je ne vais pas les décrire. Vous pouvez utiliser votre imagination. Je suis resté là, dans ma cuisine, tenant le téléphone de ma femme, couvert de poussière de frein et d'huile moteur, et j'ai pris une décision à cet instant précis. Pas de confrontation, pas de supplication pour des explications, pas de conseiller conjugal, pas de seconde chance. J'ai tout photographié avec mon propre téléphone. Chaque message, chaque photo, chaque preuve. Puis j'ai remis son téléphone exactement là où elle l'avait laissé. Elle est sortie de la salle de bain 20 minutes plus tard, les cheveux enveloppés dans une serviette, complètement inconsciente de la situation. Elle m'a demandé comment avançaient les freins. Je lui ai dit que tout allait bien, que ce serait fini dans 1 heure. Elle a souri et est allée dans la chambre pour s'habiller. J'ai fini le travail sur la voiture, je me suis lavé les mains. Puis j'ai appelé mon pote Marc, qui est avocat en droit de la famille. Je lui ai laissé un message vocal lui demandant s'il avait le temps de me voir le lendemain matin. Je lui ai dit que c'était urgent. Ce soir-là, elle a préparé le dîner. Nous avons mangé ensemble. Elle a parlé de sa journée au cabinet dentaire où elle travaille comme assistante. Elle s'est plainte d'un patient difficile. Elle m'a interrogé sur ma journée. J'ai répondu normalement. J'ai posé les questions de suivi appropriées. Nous avons regardé une série ensemble avant de nous coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais submergé par l'émotion. Je ne pleurais pas, je n'étais pas en colère ou blessé de la manière dont on pourrait s'y attendre. Je planifiais, je pensais à la logistique, au compte bancaire, au bail de notre maison de ville, à ce qui appartenait à qui, à comment exécuter cela proprement et efficacement. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Marc dans une brasserie près du palais de justice. Je lui ai tout montré sur mon téléphone. Il a tout examiné méthodiquement en buvant son café. « Tu veux déposer la requête immédiatement » a-t-il demandé. « Aujourd'hui, si possible » ai-je répondu. Il a hoché la tête. « Donne-moi 2 heures. Je préparerai les papiers. Tu devras signer quelques documents, et nous pourrons déposer la demande cet après-midi. » En France, le divorce par consentement mutuel est rapide, mais avec ses preuves, si elle conteste quoi que ce soit, nous pouvons basculer sur un divorce pour faute et obtenir des conditions favorables. Elle ne contestera pas, ai-je dit. Elle ne sait pas encore que je sais. Marc a haussé un sourcil. Tu ne l'as pas confrontée? Pourquoi ferais-je ça? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire qui ait de l'importance? J'ai tout ce qu'il me faut juste ici. J'ai tapoté mon téléphone. Je n'ai pas besoin de ses explications ou de ses excuses. J'ai juste besoin de sa signature sur les papiers du divorce. 3 heures plus tard, j'avais les copies des documents déposés dans ma voiture. Marc m'a conseillé de lui faire signifier les papiers par un huissier de justice pour que tout soit officiel et documenté. J'ai accepté. Je suis allé à la banque pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une toute autre banque, j'ai configuré le virement de mon salaire vers ce compte à partir de la prochaine période de paie,
j'ai fait la liste de toutes les dépenses communes et j'ai calculé exactement la moitié. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était déjà là en train de cuisiner des pâtes. Elle semblait heureuse, fredonnant sur la musique qui sortait de son téléphone. Ce même téléphone qui contenait des mois d'infidélité documentés. Bonne journée, a-t-elle demandé en remuant la sauce. Productive, ai-je répondu. Je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai regardée évoluer, totalement inconsciente que sa vie était sur le point de changer définitivement. Une partie de moi se demandait si je devais ressentir quelque chose de plus. Colère, tristesse, trahison. Mais tout ce que je ressentais était un étrange sentiment de clarté. J'avais déjà perdu assez de temps. Chaque minute passée à prétendre que tout allait bien était une autre minute volée à la vie authentique que je méritais. Une vie où je n'étais pas pris pour un imbécile. Où je n'étais pas le plan B. Où je ne dînais pas face à quelqu'un qui me regardait dans les yeux et mentait sans hésitation. Elle a servi les pâtes. Nous avons mangé. Elle a mentionné qu'elle retrouvait Élodie le lendemain soir pour boire un verre. Sa meilleure amie, celle qui avait été témoin à notre mariage, celle qui venait pour les soirées jeux avec son mari David. J'ai juste hoché la tête et pris une autre bouchée. Laisse-la croire que tout est normal. Laisse-la croire qu'elle a encore le contrôle de l'histoire qu'elle écrit dans mon dos. Parce que dans environ 48 heures, un huissier lui remettrait les papiers du divorce, et elle comprendrait que l'histoire était déjà finie. J'attendais juste le bon moment pour fermer le livre. L'huissier s'est présenté à 18h47 le samedi. Je le sais parce que j'étais assis dans ma voiture 2 rues plus loin, regardant toute la scène se dérouler via l'application de sa caméra de sonnette que j'avais temporairement installée sur ma tablette, pas la sienne. Je ne voulais pas franchir de ligne légale, je voulais juste voir le moment où cela arriverait. Elle a ouvert la porte, s'attendant à la livraison d'un colis. Au lieu de cela, elle a reçu une enveloppe qui allait démanteler le fantasme dans lequel elle vivait depuis des mois. Je lui ai laissé 30 minutes avant de rentrer. Quand j'ai franchi la porte, elle était assise sur le canapé, les papiers éparpillés autour d'elle, le téléphone collé à l'oreille. Elle a levé les yeux vers moi et je l'ai vue immédiatement. Le masque s'était fissuré. Elle a mis fin à l'appel brusquement. C'est quoi ça? J'ai posé mes clés sur le comptoir. Une demande de divorce. C'est assez explicite. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Tu remarqueras que tout est clairement détaillé. La maison est une location, donc c'est assez simple. Le compte joint est divisé 50-50e. Mon utilitaire, ta berline. On n'a pas d'enfants, pas d'animaux. Ça devrait être simple. Son visage est passé par environ 6 expressions différentes en 10 secondes, choc, déni, confusion. Puis quelque chose comme de la colère a commencé à s'insinuer. Tu ne veux même pas en parler? Juste des papiers? C'est tout? J'ai sorti mon téléphone et ouvert la galerie photo. Je le lui ai tendu. Fais défiler. Prends ton temps. Elle a regardé l'écran. J'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'elle faisait défiler les captures d'écran. Chaque message, chaque plan, chaque mensonge documenté en haute résolution. Où as-tu eu ça? Ton téléphone. Jeudi après-midi. Tu l'as laissé sur le plan de travail. Elle a essayé de me rendre mon téléphone comme s'il lui brûlait les doigts. C'est. Je peux expliquer. Pas besoin. Les messages s'expliquent d'eux-mêmes assez clairement. Même autel que la dernière fois. Dis-lui que tu travailles tard. Hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Je continue? Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri à ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est exactement ce que je crois. Tu couches avec quelqu'un d'autre depuis des mois. Pendant que tu rentrais à la maison et prétendais que tout allait bien. Pendant que je changeais l'huile dans le garage, tu planifiais ta prochaine rencontre avec des. Elle a tressailli quand j'ai prononcé la lettre. Ça ne voulait rien dire. C'était une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Ça, c'était un choix. De multiples choix. Des centaines, en fait. Chaque SMS que tu as envoyé, chaque fois que tu as effacé un message, chaque fois que tu m'as regardé et menti. Sa voix s'est faite plus petite. On peut arranger ça. Une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ne veux pas arranger ça. Je veux sortir de là. C'est pour ça que j'ai déposé la demande.
C'est pour ça que tu tiens des papiers au lieu d'avoir une conversation. Elle s'est levée, les papiers tombant au sol. Alors c'est tout? Des années ensemble et tu as juste fini? Pas de combat? Pas d'essai? Me battre pour quoi exactement? Pour le privilège de rester avec quelqu'un qui me respectait si peu qu'elle ne prenait même pas la peine de le cacher correctement? Qui a enregistré son amant dans son téléphone sous un surnom mignon avec un emoji cœur? Je t'aime. Tu as une façon intéressante de le montrer. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là. Le genre de pleurs censé faire plier les hommes. Censé déclencher un instinct protecteur. Mais je suis resté là, ne ressentant rien d'autre qu'une légère impatience. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une horrible erreur. Mais on peut surmonter ça. Les gens le font tout le temps. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas intéressé à être l'un de ces couples qui passent des années en thérapie à essayer de reconstruire une confiance qui n'aurait jamais dû être brisée en premier lieu. Alors tu vas juste jeter tout ce qu'on a construit. Tu l'as déjà jeté. Je me contente de reconnaître que c'est fini et d'avancer. Il y a une différence. Elle m'a saisi le bras. Qui va le dire à nos familles? À nos amis? Qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai doucement retiré sa main. Tu peux leur raconter la version qui te fait te sentir mieux. Je dirai la vérité si on me le demande. Mais honnêtement, je me fiche de ce que les gens pensent. Ce n'est pas une question de réputation. C'est une question d'amour-propre. Où vas-tu aller? Ce n'est plus ton problème. Mon avocat a toutes mes coordonnées. Toute communication passe par lui à partir de maintenant. Tu as déjà un avocat? J'ai déposé le dossier jeudi après-midi. Tu reçois ça samedi. Je ne perds pas de temps une fois que j'ai pris une décision. Elle s'est effondrée sur le canapé. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Tu aurais probablement dû considérer les conséquences avant de commencer cette liaison. Les actions ont des résultats. Il s'avère que tu ne peux pas contrôler quels résultats tu obtiens. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire un sac. Elle m'a suivi, restant dans l'embrasure de la porte. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Ai-je demandé en pliant une chemise. C'est quelqu'un de ton travail? Un de mes amis? Un type au hasard sur une application de rencontre? Elle n'a pas répondu. Peu importe, j'imagine. Qui que ce soit, j'espère que ça en valait la peine. C'est fini. J'ai mis un terme à tout ça dès que j'ai reçu ces papiers. J'ai fermé le sac. Timing opportun. Je suis sérieuse. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus se voir. Bravo. Tu veux une médaille pour avoir mis fin à ta liaison après t'être fait prendre? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne gagnes aucun point pour t'être arrêté quand tu n'avais plus d'autre choix. J'ai pris mes affaires de toilette dans la salle de bain, quelques vêtements dans le placard. Assez pour une semaine ou deux le temps que je trouve un arrangement permanent. Elle pleurait encore, mais plus doucement maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Alors tu n'aurais pas dû. C'est un concept assez simple. Où est-ce que ça nous mène? Ça te mène à signer ces papiers. Ça me mène à avancer dans ma vie. Voilà où ça nous mène. Séparés, bientôt divorcés. Finalement, juste deux personnes qui se connaissaient. Je suis passé devant elle avec mon sac. Elle m'a saisi le bras à nouveau, plus désespérée cette fois. S'il te plaît, donne-moi juste une chance d'arranger les choses. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Il n'y a rien à arranger. Il n'y a qu'à accepter ce que tu as fait et en assumer les conséquences. Signe les papiers. Rends les choses faciles. C'est la seule chose que tu puisses faire à ce stade qui n'aggraverait pas la situation. Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à un appart-hôtel près de mon travail, je me suis enregistré pour 2 semaines le temps de chercher un appartement correct, j'ai déballé mon sac, commandé à emporter, et pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. Plus de comédie, plus de performance de normalité, juste le silence et la certitude claire que j'avais géré cela exactement comme je le devais. Mon téléphone a vibré 17 fois cette nuit-là. Appels, SMS, messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. Je pensais ce que j'avais dit. Toute communication passe par l'avocat maintenant. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec, et moi je devais vivre sans elle. Un échange équitable selon moi.
Marc m'a appelé lundi matin pendant que je prenais un café dans le hall de l'hôtel. Il m'a dit qu'elle l'avait déjà contacté 2 fois, en fait. Une fois en pleurs demandant s'il y avait un moyen de retarder la procédure. Une fois en colère, menaçant de tout contester. Laisse-la contester, ai-je dit. J'ai une documentation qui ferait pleurer un jury. Elle n'est pas en position de se battre. C'est ce que je lui ai dit. Poliment, bien sûr. Elle m'a raccroché au nez. Je me suis presque senti mal. Presque. Puis je me suis souvenu des reçus d'hôtel que j'avais trouvés en creusant plus profondément dans nos relevés de cartes de crédit. Les frais que j'avais ignorés avant parce que je lui faisais confiance. Des frais qui prenaient maintenant tout leur sens. L'hôtel Mercure au centre-ville un jeudi sur 2 depuis 3 mois. Toujours le même montant. 200 €. Le même jour où elle prétendait suivre des cours de yoga le soir. J'avais consulté le site web du studio de yoga. Il n'offrait même pas de cours le jeudi soir. Les mensonges avaient des strates. C'est ce qui m'a eu. Ce n'était pas juste la liaison. C'était l'infrastructure de tromperie qu'elle avait construite autour. Les faux cours, les fausses rencontres avec des amis, l'emploi du temps soigneusement construit qui lui donnait des fenêtres de 2 heures pour être quelqu'un d'autre. J'ai commencé à me poser des questions sur des. Qui était-il? Où s'était-il rencontré? Comment cela avait-il commencé? J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Enfin, ce n'est pas exact. Je n'en ai pas honte non plus. Je me suis connecté à notre compte téléphonique en ligne et j'ai sorti ses journaux d'appels et SMS. Pas le contenu, juste les numéros et les horaires. Un numéro apparaissait constamment. Ça avait commencé il y a environ 7 mois. Premier SMS à 23h32, puis progressivement plus fréquent, plusieurs fois par jour au 3e mois. J'ai passé le numéro dans un service de recherche inversé. Ça m'a coûté 10 €. Ça valait chaque centime. David Martin, 34 ans, marié, 2 enfants, travaillait comme directeur commercial pour une entreprise de fournitures industrielles. David Martin. Le mari d'Élodie. Le mari de sa meilleure amie. Je me suis assis dans ma chambre d'hôtel en fixant l'écran de mon ordinateur portable et soudain tout a pris un sens. Les doubles rendez-vous, les soirées jeux chez eux, le week-end au lac l'été dernier où nous avions loué un chalet à 4. Ils avaient mené leur liaison juste devant nous, juste devant Élodie et moi, pendant qu'on faisait griller des burgers, qu'on jouait aux cartes et qu'on riait à des blagues stupides. L'audace était presque impressionnante. J'ai rappelé Marc. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? Inclus une clause dans le règlement qui exige qu'elle couvre tous les frais associés au dépistage des MST. Panel complet. Silence à l'autre bout. Tu penses qu'il y a un risque? Je pense que je ne sais plus ce que j'ignore. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vais l'ajouter. Cet après-midi-là, je suis allé chez mon médecin, j'ai expliqué la situation, je me suis fait tester pour tout. L'infirmière était professionnelle mais compatissante. Elle a dit que les résultats seraient là dans quelques jours. Je suis parti en me sentant en colère pour la première fois depuis le début. Pas blessé, pas trahi au sens émotionnel, juste sincèrement en colère de devoir m'asseoir dans un cabinet médical pour une prise de sang parce que ma femme ne pouvait pas tenir ses vœux de mariage. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? C'était une voix de femme. Hésitante. C'est son mari? Ça dépend de qui est elle et point. J'ai vu votre numéro dans le téléphone de David sous les appels récents. Je me suis dit que vous deviez être impliqué dans ce qui se passe. Élodie devait l'être. C'est bien lui, ai-je dit. Saviez-vous pour la liaison? Découvert jeudi. J'ai déposé le divorce le jour même. Et vous? Je me doutais que quelque chose clochait. Il était distant, travaillait tard plus que d'habitude, mais je ne savais pas avec certitude jusqu'à ce que je voie le nom de votre avocat apparaître dans une recherche Google. David l'avait noté sur un bloc-notes. J'ai fait le lien. Désolé que vous ayez dû l'apprendre comme ça. Êtes-vous désolé que ce soit arrivé ou désolé que je le sache? Les deux, j'imagine. Bien que je sois plus désolé pour vous que pour moi à ce stade. Elle a ri, mais cela semblait amer. Pourquoi ça? Parce que je suis déjà dehors. Papier déposé. Nouvel appart en vue.
J'avance. Vous avez 2 enfants et un crédit immobilier avec un homme qui a jeté sa famille pour une passade. Comment savez-vous que c'était une passade? Parce que si c'était sincère, ils nous auraient quittés il y a des mois. Ils s'amusaient en gardant leur filet de sécurité. Ce n'est pas de la passion. C'est juste de l'égoïsme. Elle est restée silencieuse un moment. Que allez-vous faire maintenant? Signer les papiers, partager les biens, continuer ma vie. Et vous? Je ne sais pas encore. Les enfants compliquent les choses. Ils ont 7 et 9 ans. Ils ne méritent pas ça. Non, en effet. Mais c'est la faute de David, pas la vôtre. Vous n'avez pas créé cette situation. Est-ce que vous la détestez? J'y ai réfléchi. Non. La haine demande de l'énergie. J'en ai juste fini. Il y a une différence. Je pense que je les déteste tous les deux en ce moment. C'est légitime. Vous êtes moins avancé dans le processus que moi. Donnez-vous du temps. A-t-elle dit quelque chose? Quand vous l'avez confrontée? Le classique. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Elle-même. On peut arranger ça. Toutes les phrases standards que les gens disent quand ils se font prendre. David dit les mêmes choses. Que c'est juste arrivé. Qu'il n'a jamais voulu que ça aille si loin. Qu'il veut travailler sur nous. Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit de dormir dans la chambre d'amis pendant que je réfléchis à ce que je veux. Raisonnable. Votre femme a essayé de m'appeler 3 fois aujourd'hui. Avez-vous répondu? Non. Je ne sais pas quoi lui dire. On est amis depuis 8 ans. Elle était mon témoin et maintenant elle est. Sa voix s'est brisée. Désolé. C'est beaucoup. Prenez votre temps. Gérez ça comme vous en avez besoin. Merci d'être correct à ce sujet. Vous n'étiez pas obligé de répondre à mon appel. Ça semblait être la chose à faire. On gère tous les deux le même gâchis sous des angles différents. Elle a raccroché. Je suis resté là à penser à ses 2 enfants, 7 et 9 ans. Assez vieux pour remarquer quand papa déménage. Assez vieux pour poser des questions. Assez vieux pour se souvenir de ça comme du moment où leur famille s'est effondrée. Au moins, je n'avais pas cette complication. Pas d'enfants demandant pourquoi maman et papa ne vivent plus ensemble. Pas de bataille pour la garde, pas de vacances partagées, juste une rupture nette et les leçons que je pouvais en tirer. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ça devait être elle utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre puisque j'avais bloqué le sien. Élodie sait. Elle m'a appelé en hurlant. Tu lui as dit? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Ça va détruire les 2 familles. C'est ce que tu veux. Toujours pas de réponse. Un 3e SMS. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai bloqué ce numéro aussi. Marc a rappelé vers 20h. Elle veut une médiation. Elle dit qu'elle signera tout si nous acceptons de garder certains détails privés. Quels détails? L'identité du partenaire. Elle s'inquiète que des amis communs la prennent. Dis-lui non. Elle ne contrôle plus le récit maintenant. Elle a eu 7 mois pour penser aux conséquences. Trop tard pour s'en inquiéter après s'être fait prendre. Elle menace de faire traîner les choses si tu n'acceptes pas. Laisse-la faire traîner. J'ai du temps et des preuves. Elle n'a rien d'autre que du désespoir. Marc a gloussé. Tu gères ça mieux que 90% de mes clients. Parce que je n'essaie pas de sauver quelque chose qui a déjà disparu. Je gère juste le nettoyage. Grande différence. C'est juste. Je lui ferai part de ta position. J'ai commandé chinois et regardé un match de basket. Vérifiez mes mets. Commencé à regarder des appartements dans un meilleur quartier que celui où nous vivions. La vie que j'avais avant était terminée. La vie que j'avais maintenant était temporaire. Mais la vie que je construisais, celle-là allait être exactement ce que je voulais. Pas de compromis, pas de contentement médiocre, pas de tolérance au manque de respect parce que c'était plus facile que de recommencer. Recommencer n'était pas facile, mais c'était honnête. Et après des mois à vivre dans le mensonge de quelqu'un d'autre, l'honnêteté semblait être un luxe que j'avais mérité. Mercredi midi, je récupérais mon déjeuner dans une sandwicherie près de mon travail quand quelqu'un a appelé mon nom.
Je me suis retourné et j'ai vu Élodie debout derrière moi dans la file. Elle avait l'air terrible, des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Le genre d'épuisement qui vient quand on a trop pleuré et trop peu dormi. On peut parler, a-t-elle demandé. Ici, n'importe où, s'il te plaît. Juste 10 minutes. J'ai payé mon sandwich et je suis sorti. Elle a suivi. Nous nous sommes assis à l'une de ces tables en métal qu'ils ont devant les restaurants de zone commerciale. Le genre qui boite peu importe le nombre de serviettes que vous calez sous les pieds. Elle n'a pas perdu de temps. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais elle a fait une terrible erreur. Et je pense que si tu l'écoutais juste. C'est pour ça que tu voulais parler? Pour plaider sa cause? Elle est dévastée. Elle sait qu'elle a merdé, mais elle t'aime sincèrement. Toute cette histoire avec David, c'était juste, je ne sais pas, un moment de faiblesse qui a dérapé. J'ai pris une bouchée de mon sandwich. Je l'ai laissé continuer. Vous avez des années ensemble. Une histoire. Ça ne compte pas pour quelque chose? Les gens font des erreurs. De vrais mariages survivent à ce genre de choses tout le temps. On dirait que tu as répété ce discours. Elle a baissé les yeux. J'essaie d'aider. C'est ma meilleure amie. Je déteste la voir comme ça. Intéressant que tu sois plus préoccupé par ses sentiments que par le fait qu'elle a détruit notre mariage. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais jeter une relation sans même essayer de la réparer semble extrême. J'ai posé mon sandwich, essuyé mes mains sur une serviette, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Laisse-moi te demander quelque chose, Élodie. Dans toutes tes conversations avec elle sur combien elle m'aime et comment c'était juste une erreur, a-t-elle mentionné avec qui elle avait cette liaison? Son expression a légèrement changé. Elle a dit que c'était quelqu'un du travail. Que c'est fini maintenant. Quelqu'un du travail. C'est ce qu'elle t'a dit. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Mais encore une fois, elle est assez à l'aise avec le mensonge ces derniers temps, donc j'imagine que c'est logique. Le visage d'Élodie s'est tendu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu devrais lui demander qui aider. Celui enregistré dans son téléphone avec l'emoji cœur. Celui qu'elle retrouvait à l'hôtel un jeudi sur 2 depuis 7 mois. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Allez, Élodie. Tu es une femme intelligente. Réfléchis. Qui connaissons-nous tous les deux dont le nom commence par D? Quelqu'un qui a commodément travaillé tard les mêmes soirs. Quelqu'un qui a soudainement eu besoin de faire plus de voyages d'affaires. J'ai regardé son visage changer alors que la réalisation la frappait. La couleur s'est drainée. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Non, a-t-elle chuchoté. Oui. Tu mens. Tu essaies juste de lui faire du mal en inventant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran, je l'ai fait glisser sur la table vers elle. 3e message en bas. Elle utilise son nom complet une fois. Fais défiler. Prends ton temps. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes. A commencé à lire. Sa respiration s'est accélérée. Je pouvais voir ses yeux aller et venir sur l'écran, absorbant message après message. Elle a repoussé le téléphone vers moi comme s'il la brûlait. Quand? Ça a commencé il y a environ 7 mois d'après les messages. Ça aurait pu être plus long s'ils avaient été assez malins pour effacer les premières conversations. 7 mois. Sa voix était plate. On est allé au lac ensemble il y a 7 mois. Tous les 4. Je sais. Ils étaient? Elle ne pouvait pas finir la phrase. Ouais. Juste sous notre nez pendant qu'on faisait un barbecue et qu'on jouait à des jeux de société. Pendant que toi et moi étions les conjoints inconscients. Elle s'est levée brusquement. La chaise en métal a raclé contre le béton. Je dois y aller. Élodie. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Tu ne méritais pas ça non plus. Tes enfants ne méritaient vraiment pas ça. Elle est partie sans répondre, est montée dans sa voiture et a démarré en trombe. J'ai fini mon sandwich, je suis retourné au travail, j'ai passé l'après-midi à installer un nouveau système de climatisation dans un immeuble commercial. Vers 18 h, mon téléphone a commencé à exploser. Pas des appels, des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des amis communs, des gens de sa famille, quelques-uns de mes propres parents qui avaient eu vent de la situation.
La plupart étaient une variation de est-ce vrai, ou que s'est-il passé, ou peut-on parler? J'ai ignoré tout le monde. Ce n'était pas un débat public. C'était ma vie et je ne devais d'explication à personne, ni un compte-rendu des coulisses de mon divorce. Marc a appelé vers 19h. Tu ne vas pas le croire. Et c'est toujours. David Martin vient de contacter son propre avocat spécialisé en divorce. Il a déposé les papiers cet après-midi. Apparemment, sa femme l'a confronté avec des preuves et tout a explosé. Elle le met à la porte. Bien pour elle. Ta femme essaie de me joindre depuis ce matin. Elle veut savoir si tu as parlé de David à Élodie. J'ai dit à Élodie de demander à sa meilleure amie qui était le partenaire. Ce qui s'est passé après ça les regarde. Elle dit que tu as saboté toute chance de réconciliation en exposant la liaison publiquement. J'ai ri à ça. Publiquement. J'ai dit la vérité à une personne quand elle s'est présentée pour me demander de reconsidérer mon divorce. Ce n'est pas une exposition publique. C'est refuser de participer à une dissimulation. Elle veut que je te dise qu'Élodie ne lui parle plus. Que tu as détruit une amitié. Elle a détruit sa propre amitié quand elle a couché avec le mari d'Élodie. J'ai juste refusé de garder le secret. Il y a une différence. Je lui ai dit essentiellement la même chose dans un langage plus professionnel. Elle ne l'a pas bien pris. Ce n'est plus mon problème. On est toujours bon pour le délai de 30 jours? En supposant qu'elle signe, oui, bien qu'elle fasse du bruit pour contester maintenant. Sur quel motif? Détresse émotionnelle. Elle prétend que tu as été cruel et calculateur tout au long du processus. J'ai été efficace et honnête. Si elle trouve ça cruel, ça en dit plus sur elle que sur moi. C'est ce que je plaiderai si on en arrive là. Mais entre toi et moi, je ne pense pas qu'elle contestera vraiment. Elle s'emporte juste parce qu'elle a perdu le contrôle de la situation. Je te tiens au courant si quelque chose change. Sinon, on se voit à la signature. J'ai raccroché et regardé autour de ma chambre d'hôtel, l'ordinateur portable ouvert sur le bureau, mes bottes de travail près de la porte, le lit dans lequel je dormais seul depuis presque une semaine maintenant. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Pas de performance, pas de faux semblants, juste moi gérant la réalité de la manière la plus directe que je connaisse. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. Un autre SMS. C'est Léa, la sœur d'Élodie. Ce que tu as fait aujourd'hui était cruel. Elle s'effondre. Elles s'effondrent toutes les deux. Est-ce que détruire deux familles valait ta vengeance? J'ai répondu. Je n'ai rien détruit. Ils l'ont fait quand ils ont décidé que coucher ensemble était plus important que leur mariage. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas savoir. Elle a répondu immédiatement. Tu aurais pu gérer ça en privé. J'ai géré ça en privé. J'ai demandé le divorce et j'ai déménagé. C'est aussi privé que possible. Élodie m'a posé une question. J'ai répondu honnêtement. Si la vérité détruit des amitiés, peut-être que ces amitiés n'étaient pas construites sur quelque chose de solide au départ. Tu es sans cœur. Je suis honnête. Les gens confondent les deux quand la vérité n'est pas pratique. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ajouté à la liste croissante de personnes qui pensaient que j'aurais dû me taire pour rendre la vie de tout le monde plus facile. Mais j'avais fini de rendre les choses plus faciles pour les gens qui avaient rendu ma vie plus difficile. Fini d'être celui qui s'accommode. Fini d'avaler des vérités pour préserver le confort des autres. Elle voulait sauver l'amitié avec Élodie? Elle aurait dû y penser avant de commencer une liaison avec le mari d'Élodie. Il voulait garder sa famille unie? Il aurait dû penser à ses enfants avant de commencer les rendez-vous à l'hôtel. Il voulait de l'intimité et de la discrétion maintenant? Ils auraient dû vouloir ces choses il y a 7 mois. Je n'étais pas cruel. J'avais juste fini d'être la seule personne dans la situation à se soucier de l'honnêteté. Et si ça faisait de moi le méchant dans leur version des faits, je pouvais vivre avec ça. Parce que dans ma version, j'étais le seul à agir avec intégrité, et ma version était la seule qui comptait désormais. Les dominos sont tombés plus vite que prévu. David a emménagé dans un appart-hôtel à 3 rue du mien. Je l'ai vu à la salle de sport une fois. Il m'a vu aussi. Aucun de nous n'a salué l'autre. Qu'est-ce qu'on se dirait de toute façon? Élodie a demandé le divorce dans la semaine. Son avocat a été plus agressif que le mien. Elle a demandé la garde complète, la maison,
une pension alimentaire pour elle et pour les enfants, et la moitié de ses biens. D'après Marc, qu'il a entendu par les bruits de couloir du milieu juridique, l'avocat de David lui a conseillé de transiger rapidement. Ma bientôt ex-femme a essayé de se présenter à mon travail. La sécurité l'a refoulée. Elle a envoyé des emails via des amis communs. Je les ai supprimés sans les lire. Elle a même essayé d'écrire une lettre et de la faire livrer à mon hôtel. Je l'ai rendue à la réception sans l'ouvrir. Marc m'a tenu au courant de ses tentatives pour retarder la procédure. D'abord, elle a prétendu avoir besoin de plus de temps pour examiner les termes. Ensuite, elle a voulu une médiation. Puis, elle a soutenu que la séparation n'était pas équitable, malgré le fait que nous n'avions presque pas d'actifs communs. Finalement, au jour 28, elle a signé. Marc m'a appelé avec la nouvelle. C'est fait. Il ne manque que la validation du juge, mais c'est une formalité. Vous êtes officiellement séparés, et le divorce sera définitif sous peu. Bien. Elle voulait que je te dise quelque chose. Je me fiche de ce qu'elle voulait que tu me dises. C'est juste. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça mieux que quiconque. La plupart des gens deviennent émotifs, font des erreurs, font traîner les choses. Tu as été chirurgical. Je ne voyais juste pas l'intérêt de prolonger l'inévitable. Mon dépistage MST est revenu négatif. Une petite bénédiction dans une situation désordonnée. J'ai signé un bail pour un 2 pièces dans un quartier correct. Pas luxueux, mais à moi. Vraiment à moi. J'ai emballé le reste de mes affaires de la maison pendant qu'elle était au travail. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Je ne me suis pas retourné. La nouvelle s'est répandue dans notre cercle social. Certaines personnes m'ont contacté pour me soutenir. D'autres ont disparu, probablement incertaines de quel côté prendre. Je n'ai couru après personne. Les gens qui comptaient sont restés. Ceux qui ne l'ont pas fait n'en valaient pas la peine. Mon frère a appelé, a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien. Il a dit qu'il était fier de la façon dont j'avais tout géré. Ça signifiait plus qu'il ne le savait probablement. J'ai vu Élodie une fois de plus au supermarché. Elle était avec ses enfants. Ils avaient l'air heureux malgré tout. Elle m'a vu, a hoché la tête une fois, et a continué à marcher. Pas besoin de mots. Nous savions tous les deux que nous avions survécu à quelque chose que nous n'aurions jamais dû avoir à affronter. Nous savions tous les deux qui était responsable, et nous savions tous les deux que nous avions fait le bon choix en partant. David et mon ex ont essayé de se remettre ensemble une fois la poussière retombée. Ça a duré 3 semaines avant qu'il n'implose. Il s'avère que les liaisons ne se traduisent pas bien en relations réelles quand il n'y a plus de clandestinité pour les rendre excitantes. Elle est retournée vivre chez ses parents. Il a pris un appartement près de ses enfants pour les droits de visite. Tous les deux ont dû expliquer à tout le monde ce qui s'était passé. Tous les deux ont perdu des amis, du respect et de la stabilité. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose qui m'appartenait entièrement, et ça faisait plus de bien qu'aucune réconciliation n'aurait jamais pu en faire. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon appartement un samedi matin, buvant du café et lisant les nouvelles sur ma tablette. L'endroit ressemblait à un chez-soi maintenant. Mes meubles, mon emploi du temps, mes règles. Le divorce a été finalisé peu après sa signature. Pas de drame, pas d'appel de dernière minute, juste un document disant que nous étions légalement des étrangers à nouveau. Je ne l'ai jamais revu après ce jour dans la maison. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé à 2 heures de là. Recommencer quelque part où personne ne connaissait l'histoire. Décision intelligente. Honnêtement, Élodie a eu ce qu'elle voulait. La maison, les enfants, une pension généreuse. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait lancé sa propre entreprise de photographie. Elle avait l'air plus heureuse sur les photos récentes que je ne l'avais vue depuis des années. David vivait apparemment dans un petit appartement, faisait le même travail, payant pour 2 foyers. Maintenant, ses enfants passaient 1 semaine sur 2 avec lui. Il avait fait ses choix. Maintenant, il vivait avec. Quant à moi, j'ai eu une promotion au travail. Rien de dramatique, juste une reconnaissance pour ma présence constante et mon travail de qualité. L'augmentation était sympa. Le respect était mieux. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux encore. Je ne me précipitais pas. Après des années avec quelqu'un qui mentait quotidiennement, j'appréciais la simplicité de n'avoir de compte à rendre qu'à moi-même.
Mon frère m'a demandé une fois si je regrettais la vitesse à laquelle j'avais bougé, si je m'étais déjà demandé ce qui se serait passé si j'avais essayé d'arranger les choses. Pas une seule fois, lui ai-je dit. Certaines personnes pensent que se battre pour une relation signifie rester quoi qu'il arrive. Je pense que ça signifie savoir quand s'éloigner de quelque chose qui est déjà mort. Il a hoché la tête. Compris. Les gens demandent encore parfois ce qui s'est passé. Je fais simple. On voulait des choses différentes. On a décidé de se séparer. Pas besoin de tout déballer publiquement. Les gens qui avaient besoin de savoir savaient déjà. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. L'amour-propre n'est pas égoïste. Poser des limites n'est pas cruel. Et s'éloigner du manque de respect n'est pas abandonner. C'est refuser de se contenter de peu. Elle avait fait ses choix. David a fait les siens. Élodie a fait les siens. J'ai fait les miens. Et j'étais le seul à pouvoir dire honnêtement que je dormirais bien la nuit, sachant que j'avais tout géré avec intégrité. Cela valait plus que n'importe quel mariage construit sur des mensonges ne pourrait jamais valoir. J'ai fini mon café, mis la tasse dans l'évier, regardé autour de mon appartement calme, mon espace, ma paix, ma vie. Exactement comme je le voulais. Et c'était suffisant.